Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avant une opportunité d'investissement sur Westinghouse Air Brake Technology, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Watchlist directement, on en a déjà parlé. On a fait une vidéo dessus il y a plus d'un an ici, de près de 18 minutes. Donc là, on va aller très rapidement. C'est toujours une entreprise ici qui fournit à peu près des locomotives pour tout ce qui concerne ici. Enfin, quand on parle de locomotives, c'est le chemin de fer. Donc, son revenu également dépend essentiellement de la dépense en capital de toutes les compagnies ferroviaires, de transport ici, de marchandises, etc. Donc, faites attention. Et c'est également un secteur qui est très consolidé, donc généralement ici, quand on a très peu de clients, ces clients ont tendance ici à demander des réductions. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais attention, elle également fournit un matériel essentiel ou donc un élément essentiel pour les compagnies ferroviaires. Donc, les deux se tiennent. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose ici pour vous rappeler que, attention, il faut toujours prendre en considération la diversification ici des clients. OK? Donc, elle mérite une place dans n'importe quelle watch list. On va aller très rapidement. 1. Revenus. On a une croissance des revenus. La croissance des revenus est due à quoi? Acquisition, manière organique. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'elle est interne, externe? Donc, on voit ici que c'est un mix des deux. Parfait. On note. D'accord. Quand on check ici la croissance en moyenne, voilà, sur les 10 dernières années, nous avons combien? C'est juste à titre d'information, parce que la croissance future ici va dépendre de ce que le management va vous mentionner et en même temps de la taille du secteur d'activité. OK? Et vous allez pouvoir juger par vous-même. Donc, faites attention. Il ne faut pas extrapoler parce que vous voyez 14% de croissance sur les 10 dernières années. Ça ne veut pas dire qu'on aura 14% sur les 10 prochaines années. Non. L'entreprise est en croissance, c'est une croissance à double chiffre, c'est intéressant, on ira voir maintenant, est-ce que ça peut continuer, est-ce qu'on aura la moitié ou des choses comme ça. Donc, taille du secteur d'activité ici. En tout, on continue. On check ici la marge brute et la marge EBITDA. Donc, la marge brute ici est à peu près, on dirait, on a une stabilité des marges, ok. Sur les 10 dernières années, on a à peu près une trentaine de pourcents. Mais on constate ici, parce que c'est toujours ça qu'il faut faire, on constate ici qu'entre 2017 et 2018 par là, voilà, les marges étaient moins élevées que d'habitude. 3% en moins. OK? Et les marges qu'on a actuellement, nous avons déjà eu des marges plus élevées que ça en 2016. Donc, il faut savoir ce qui s'est passé entre 2016 et 2018. OK? Est-ce que ça a uniquement affecté la marge brute? On va checker la marge EBITDA. La marge EBITDA également a été affectée. Donc, voilà, ça c'est la marge EBITDA. Vous remarquez qu'on est revenu à une certaine normalisation ici par rapport à ce qu'on a eu en 2020, mais on n'a pas encore atteint les plus hauts de 2016. Toujours dans le constat. Parce que nous, ici, on cherche avant tout une entreprise qui arrive à maintenir ses marges stables. Ça, c'est en termes de pourcentage. Faites très attention parce que si nous avons une entreprise croissante, OK, qui a également des marges qui sont à peu près, disons, stables, ça ne veut pas dire que les bénéfices ou bien les EBITDA en termes de volume, EBITDA n'est pas synonyme de bénéfice, hein. Attention. Donc, si on prend les EBITDA par exemple, on a une stabilité, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que l'EBITDA en termes de volume est stable. Il est peut-être croissant. Et comme c'est le cas ici, il est croissant en termes de volume. Donc, il faut toujours checker les deux. Est-ce que l'acquisition qu'on a effectuée ici, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui a des marges moins élevées? Bref, c'est une question parmi tant d'autres. Vous constatez ici que l'acquisition arrive à peu près vers cette période-ci, alors que les marges ici ont été affectées à peu près à ce niveau. Donc, il faut toujours aller regarder de toutes les façons. Maintenant, je ne dirais pas que c'est mauvais ce que je vois ici. Je sais déjà quel genre de questions je vais aller poser quand je lis les rapports financiers. OK? Parce que ce qui s'est passé à cette période-ci, ça pourrait revenir dans le futur. D'accord? Donc, à moi de comprendre c'était quoi le problème à ces niveaux-ci. Donc, on peut également voir ici que l'entreprise remonte peu à peu la pente. C'est déjà une bonne chose, c'est un bon point. Ensuite, on continue. On va checker ici la marge, les bénéfices nets et les free cash flow doivent aller dans le même sens. OK? Donc, ici, on constate que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Mais bon, on va se dire ici que les deux vont vraiment généralement dans le même sens ici. OK? Donc, si on prend la marge des bénéfices nets ici et la marge des free cash flow, sensiblement la même chose. On n'est pas dans la précision, on se garde une marge de manœuvre ici par rapport aux erreurs qu'on pourrait faire. Le plus important ici, c'est de voir à peu près une entreprise qui arrive à maintenir ses marges stables et croissantes dans le temps. De toute façon, l'évaluation se fera en termes de pourcentage, le pourcentage obtenu par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui. OK? Donc, comme vous pouvez le constater, les marges ont diminué. Tout simplement parce qu'il y a eu la marge nette a diminué, même si en termes de volume, on a une croissance. Et vous pouvez remarquer que marge brute, diminution, marge EBITDA, diminution. La marge nette, c'est totalement normal qu'on ait à peu près la même chose. Donc, normalement, sur un business qualitatif, on aimerait avoir des marges stables. Donc, il est très, très important d'aller vérifier ce qui s'est passé entre 2016 et 2019. Est-ce que la dépense en capital des entreprises, des compagnies ferroviaires a diminué?
C'est une question. OK? Allez vérifier. Donc, généralement, c'est simple. Vous prenez un rapport financier ici de 2000, par exemple de 2017. Vous essayez de voir, vous comparez 2016 et 2017 ici. Le management va vous mentionner pourquoi est-ce que les marges ont diminué. En fait, après, vous faites la même chose pour 2018. On va vous mentionner ici pourquoi est-ce que les marges ont diminué entre 2017 et 2018. Donc, vous aurez la réponse dans les rapports financiers. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on continue. Donc, une fois qu'on a ces éléments, on constate, on remarque qu'on a plutôt une stabilité sur les 5 dernières années. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est qu'on remonte un tout petit peu la pente. D'accord? Donc, pour le moment, ça va. Du point de vue marge, c'est questionnable. Du point de vue bénéfice, du point de vue volume, c'est intéressant. Ça reste intéressant. On a des bénéfices nets de plus en plus croissants. Mais, on va regarder ici la dette nette. La dette nette, est-ce que nous avons une dette nette qui augmente ou qui diminue? On a une dette nette ici qui diminue du point de vue ratio, dette nette sur EBITDA, du point de vue ratio. Du point de vue volume, on a plutôt une stabilité. Donc, ça dit que c'est l'EBITDA qui augmente plutôt. À ce niveau-ci, c'est la raison pour laquelle l'EBITDA ici augmente en termes de volume, c'est la raison pour laquelle ce ratio diminue. De toutes les façons, on veut qu'ils soient en dessous de 5. Donc maintenant, quand vous allez regarder à peu près le management, est-ce qu'ils peuvent rembourser? On a à peu près 3 900 ici de dette. Est-ce qu'en termes de free cash flow, on produit à peu près 700 millions par là? Donc 700 millions par là, donc on peut repayer la dette nette ici, disons, en 6 ans par là. OK? Donc, elle a les moyens de le faire en moins de 10 ans. Ça reste assez intéressant. OK? Donc, je continue. Une fois qu'on a ça, on va également vérifier le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il a augmenté drastiquement ici entre 2018 et aujourd'hui. Donc, on a à peu près presque 90 millions d'actions en supplément. Je pense que c'est parce qu'on a fait une acquisition ici. OK? En 2019, 2018 par là. Donc, allez-y vérifier. Vous verrez, on en a parlé tantôt tout à l'heure. Donc, en termes d'évaluation, ici, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? Moi, je serais prêt à payer personnellement 17 fois les bénéfices ici. OK? Et ça ne serait même pas étonné qu'on ait aux alentours de 20 fois parce qu'on a une certaine croissance. OK? Maintenant, tout va dépendre maintenant de l'augmentation des marges. C'est une très belle entreprise, comme je le mentionne toujours, à avoir dans n'importe quelle watchlist. Et puis d'ailleurs, on va vérifier ici Waptec. Qu'est-ce qu'ils ont ici en termes de retour sur investissement des capitaux, sur retour sur capitaux investis. On a combien? J'aime bien le tangible capital employed, ça, parce que ça élimine ici tout ce qui concerne le goodwill, etc. OK? C'est à peu près... C'est une variante ici du ROCE, mais je préfère cette métrique-là parce qu'on enlève généralement ici, dans la partie asset, on enlève généralement ici, parce que moi je considère comme étant du gras, d'accord, même s'il y a du goodwill, s'il y a de l'intangible, c'est peut-être parce que c'est une décision du management passée. Donc, faites attention. Donc, ici, je recherche avant tout d'abord la stabilité. Et là, quand je regarde, nous avons à peu près des marges qui diminuent, OK, en termes de pourcentage. Mais ça reste, c'est pas ridicule, d'accord? Ça reste toujours assez intéressant, mais je sais que 2016, 2017, 2018, 2019, il y a un problème. OK? À partir de 2022, on remonte un tout petit peu la pente. Donc, on a 30% ici, mais on n'a pas encore atteint les plus hauts de cette période aussi. Une entreprise qualitative doit avoir tendance à maintenir ses marges, c'est-à-dire à maintenir son retour sur investissement des capitaux ici à un pourcentage assez stable. OK? Sinon, une croissance. OK? Donc, ici, c'est pas mauvais d'avoir du 20%, mais on doit vérifier encore plus ces résultats de 2016, 2017 et 2018, histoire de voir pourquoi est-ce que ces marges-là ont diminué. Et vous voyez ici que quand on voit la diminution, quand marge au bout diminue, ça a un effet ici, bénéfice net diminue, ça a un effet sur le retour sur investissement des capitaux. D'accord? Même si en termes de volume, on a une augmentation. Faites très attention. Bref, on revient ici pour... on va checker maintenant le multiple de valorisation utilisé généralement par le marché. On va prendre le price to free cash flow, histoire de voir à peu près combien est-ce que le marché paye généralement. Comme moi je l'ai dit, je paye 17 à 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. On a à peu près 20 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, 22 fois les bénéfices, sur les 5 dernières années, 20 fois les bénéfices. Je ne prends pas 20.8, etc. Je prends 20 fois les bénéfices. Celui qui veut prendre 20.8 également, c'est pas qu'il va faire une erreur ou quoi que ce soit. Le plus important maintenant, c'est de réfléchir en termes de rendement. C'est de savoir qu'en achetant la compagnie au prix actuel, c'est 5% de rendement. D'accord? Si j'achète une compagnie à 20 fois les bénéfices, est-ce qu'elle me distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende? J'aurai 5%. OK? Voilà. Donc, maintenant, on check ici je sais que je vais payer à peu près, entre 17 et 20 fois les bénéfices. On va prendre 20 fois les bénéfices vu la qualité de cette compagnie, de ce dossier. On va se limiter là. Donc, n'oubliez pas, j'ai envoyé ici une note d'analyse sectorielle pour tout ce qui concerne ici le transport ferroviaire. Donc, si ça vous intéresse, allez-y en description de la vidéo. D'accord? Top Newsletter, vous vous abonnez à la Top Newsletter et en bas de page, vous avez les free notes, vous allez retrouver cette note d'analyse là. D'accord?
Ça vous permet ici à peu près de voir qu'est-ce qui se passe dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui, parce que les bénéfices nets, PER, tout ça, c'est très très bien, mais il y a une situation très particulière dans ce secteur-là. Je pense qu'il y a un abonné qui nous l'a mentionné tantôt ici. Donc, c'est à double tranchant, d'accord? Donc, ça pourrait également permettre aux entités d'augmenter les prix. Mais voilà, quand on parle ici de la dépense en capital, qui va la supporter? Dans tous les cas de figure, s'il y a dépenses en capital, c'est très très bien pour Westinghouse. Il y a de bonnes chances ici, il y a de grandes chances que cette compagnie-ci ait des marges de plus en plus élevées, dans le futur. Parce que la demande est élevée. Or, elle ne peut pas satisfaire toute la demande en date d'aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que par rapport au matériel qui est fourni, il n'y a pas beaucoup de concurrents. OK? Donc, on continue. On va terminer ici par l'évaluation, histoire de voir déjà, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Comme on peut le checker ici, ce sont les bénéfices nets à ajuster qui auront tendance ici à se rapprocher des free cash flow. Donc, ici, on constate que le marché généralement paye, on va voir les analystes ici, on va prendre 20 fois les bénéfices, c'est ce qu'on avait, voilà. Donc ici, on constate que les analystes ont tendance à faire 75% du temps ici, ils ont raison, 50, 25 ici. Donc comme on va également checker sur les dernières années, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur les dernières années? Sur une période de 2 ans, se sont trompés en 2020-2021, la pandémie est passée par là, donc avec plus ou moins une marge légèrement supérieure à 20%. Légèrement, donc marge d'erreur légèrement supérieure à 20%. D'accord? Or, si c'est 18% ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont trompés. Il faut toujours garder une marge d'erreur parce qu'une prévision ne sera jamais juste à 100%. Elle sera soit en dessous de la prévision ou au-dessus de la prévision. D'accord? Donc, on ne cherche pas le chiffre exact ici. C'est de me dire que quand je prends ce business, il y a des risques. Quand je prends ces bénéfices nets-ci, il y a des risques qu'on soit en dessous, aux alentours de 20% moins que ce qui est mentionné ici. OK? Maintenant, à moi de voir si je suis en accord avec cela. OK? Donc, si je prends ce business-ci aujourd'hui et que je décide de payer 20 fois les bénéfices et qu'on obtient ici à peu près d'ici 2025 les bénéfices nets de 7,27 $, OK? Ça représente ici un prix aux alentours de 145 $. D'accord? Aujourd'hui, on cote à combien? 115 $. On va se dire qu'on est légèrement sous-évalué. OK? Je n'ai même pas encore pris en considération la dette. Le 145 $ ici, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Donc, on prend la dette nette, Fundgraph, on arrive là, boum. Et ici, où est la dette nette? Et voilà, en quarterly, on va le prendre ça ici. Et ça donne combien? On a à peu près 22 $ de dette nette par action. Donc, je prends moins 22 parce que je prends toujours en considération la dette nette. Quand je prends un chiffre supérieur à 10 fois les bénéfices. Donc, ici, idéalement, en prenant en considération la dette nette, c'est un business qu'on ne paiera pas plus que 123 $. En tout cas, moi, personnellement. OK? Tout va dépendre du potentiel de croissance au-delà. Donc, est-ce que je pourrais dire ici qu'on est surévalué? Je pourrais dire qu'on a à la limite, on est correctement évalué. Maintenant, si je choisis d'investir ici, c'est parce que je pense qu'au-delà de 2026, on aura de la croissance sur ce business-ci. Et la croissance va provenir d'où? Maintenant, à vous de comprendre qu'est-ce qui pousse cette entreprise, qu'est-ce qui permet à cette entreprise d'avoir du revenu. Son revenu dépend de quel type d'entreprise, dépend de quoi, la dépense en capital, de quelle industrie. En tout cas, c'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist et je vous laisse aller voir ça de vous-même. OK? Pour moi, ici, aujourd'hui, je dirais qu'on est correctement évalué au prix actuel. Donc, c'est une compagnie qui verse également un dividende. Il y a de fortes chances qu'il soit croissant dans le temps. Ça, je ne m'inquiète même pas par rapport à ça. Ici, je sais qu'il y a des gens qui sont souvent intéressés par ce genre de choses-là. On va regarder l'évolution du dividende ici dans le temps, OK? On a une croissance moyenne ici du dividende en question. Sur les 20 dernières années, le dividende ici est en croissance de 18%. Si on prend ici, disons, les 10 dernières années, nous avons à peu près, quand on dit 10 dernières années, ça prend de 2016 à 2023, on a une croissance moyenne du dividende ici de 10%. OK, croissance moyenne. Donc, si on prend à peu près les 4 dernières années, donc, enfin, 4 dernières années, on va prendre 6 dernières années ici. Donc, ça prend à peu près entre 2020 et 2023. Je ne sais pas pourquoi ici, il mentionne 6 années, mais il prend à peu près 3 années. Bref, ici, on a une croissance moyenne de 7%. Donc, on a quelque chose aux alentours de 7-8%, entre 7 et 10% par là. OK, donc, elle a les moyens ici de payer un dividende de manière de plus en plus élevée. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Parce que ce que vous devez garder en tête, c'est que si j'achète cette compagnie, c'est en date d'aujourd'hui, si elle m'appartenait totalement et qu'elle me reversait la totalité de dividendes, j'aurais eu 5%. OK? Or, aujourd'hui, c'est 0,59. Donc, je ne serais pas étonné que demain, elle augmente son dividende de 20%, ce genre de choses-là. C'est déjà visible aujourd'hui. Elle peut le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle choisit de faire avec son cash? Racheter les actions ou bien, rachat d'actions, repaiement de la dette ici. Donc, ça reste également une allocation du capital. OK? Donc, pour moi, Westinghouse ici mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et si elle vous intéresse au prix actuel, n'hésitez pas à aller lire vos rapports financiers. OK? Ceci n'est qu'un avis quantitatif. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et après, est-ce qu'on a besoin de vous le rappeler? On se voit sur la prochaine vidéo. Merci.